On arrive au vestiaire du gymnase. Il y a Guillaume, Jimmy, Luc, Steph, Amir, Wilfried, Olivier, Hakim, Jean-Phi, Yacine, Jean-Pierre, Michael, Florent. C'est le moment de la déconnade rituelle, celui des anecdotes des séances précédentes. On commente la dernière demi-finale de Yacine, les compétitions d'un autre, le coup ramassé à l'entraînement. Parfois, les conversations ressemblent étrangement à celles que pourraient tenir des jeunes femmes soucieuses d'élégance. Il est question de kilos en trop, de régime machin, de régime truc. Un tel a réussi à perdre 6 kilos en 2 mois. C'est que le poids est essentiel pour passer d'une catégorie à l'autre. À 500 grammes près, on peut se voir obligé d'affronter des adversaires qui pèsent 10 kilos de plus. On enfile les protections, chaussures de boxe françaises, protège tibia, coquilles, protège dents, mitaines, gants, pas de casque. Ceux qui aiment la tradition enfilent une combinaison de boxe. Les filles, Adama, Maëva, Julie et les autres vont nous rejoindre car les entraînements sont mixtes. La boxe française n'est pas un sport sexiste. La souplesse et la vivacité féminine peuvent s'y avérer redoutables. L'entraînement comporte des exercices d'assouplissement et d'étirement, de la musculation, de la corde à sauter, du shadow, c'est-à-dire un assaut contre un adversaire fantôme, de la frappe sur des sacs ou des cibles présentées par un partenaire, des enchaînements de coups, des parades répliques, des techniques spécifiques, le débordement, le décalage, les coups chassés, sautés, etc. Et bien entendu, les assauts libres, le dessert de la séance, où on peut tenter d'appliquer sur cible vivante et être soi-même la cible. En principe, on évite de porter les coups trop forts, mais au cours d'un assaut, on s'échauffe. On cherche à rendre un coup reçu, qu'on a senti. Après une bonne séance, on a souvent quelques points d'impact disséminés sur le corps qui deviendront de petits tatouages violets. Comme dans la littérature, chaque entraîneur et chaque combattant a son style, qui résulte de ce que le travail parvient à faire donner à certaines dispositions d'un certain tempérament. Le style reflète une part de la personnalité, mais pas nécessairement celle qui est le plus apparente dans la vie réelle. Pour les entraînements, Yacine aime les enchaînements techniques. Ce sont ses périodes à lui, ces phrases pleines de subtilité, de relatives et de subjonctifs, dont les circonvolutions masquent le coup qui arrive et qui porte. Il a quelque chose de proustien. Reproduire ces périodes exige presque plus de qualité intellectuelle que physique. Sur un chassé médian, vous faites une parade du coude, débordement, fouetté bas, jambe arrière, fouetté médian, jambe avant, fouetté figure, revers retourné, 3 coups de poing au visage, vous terminez par un chassé médian. Et tout le monde de se creuser la tête, de tâtonner, avant d'arriver à réaliser plus ou moins naturellement la chorégraphie exigée. En assaut, il boxe à peu près comme ça. On fait d'abord connaissance avec sa semelle, qui vient s'écraser sur votre nez sans que vous ayez vu d'où elle venait. On l'appelle coup de pied volant non identifié. Il n'y a pas grand-chose à faire, à part avancer et tenter de l'attaquer au poing. Dans sa catégorie, il a été plusieurs fois champion de France, d'Europe et du monde. Il a tâté de tout, boxe thaï, krav maga, free fight, etc. Comme chez Proust, on sent qu'il cherche le point où sagesse et art martial ne font qu'un. Une semaine après s'être cassé le fémur en demi-finale des championnats de France, il était de retour au gymnase. Jean-Philippe est une sorte de légende dans le milieu des baroudeurs. Engagé à 17 ans dans les paras, c'est lui qui a fondé le club avec Yacine. Il a entraîné les légionnaires en Afrique, assuré la sécurité des ambassades de France un peu partout, de la Jordanie à l'Afghanistan. Il est aussi instructeur de Krav Maga. En assaut, il est indulgent, il laisse venir, permet au partenaire de développer son jeu, esquive avec flegme et patience. Il déroule une prose déliée, sans heurts, dans le grand style classique. Et puis, de temps à autre, il place une réplique. En éclair, imparable, le beau geste pur, bref, il a quelque chose de Corneille. Il affectionne des entraînements très différents de ceux de Yacine, des séries interminables de frappes sur cible, alternant avec des lancers de ballons lestés, des pompes dont on sort comme d'un séjour de 2 heures dans un sèche-linge en activité. On s'aperçoit que frapper s'apprend. Pour donner un coup de pied à pleine puissance, il faut pivoter la hanche pour envoyer son poids dans la jambe et la relâcher complètement. Steph, trapu, large d'épaules, boxe tout en esquive et en contre. Il est difficile à toucher. On essaye de trouver l'ouverture, on tourne autour, on cueille au passage des châtaignes inattendues. Sa boxe a une légèreté qui contraste avec son physique puissant, une finesse qui fonctionne avec du matériau lourd, on dirait la clos. Wilfried et Michael sont assez proches de son style. Pour les entraînements,
Il adore la corde à sauter, les pompes, les abdos, avec, m'a-t-il semblé, une dilection particulière pour la boxe anglaise qu'il trouve souvent à placer. Luc est un technicien. Comme entraîneur, il se montre attentif, cherche l'exactitude du geste, privilégie la légèreté, la précision, les coups enchaînés qu'il commente pendant les assauts. Il applique cela en assaut et fait partie de ces bons boxeurs qui savent laisser l'autre développer sa boxe au lieu de chercher systématiquement à s'imposer. C'est un styliste, à la fois débonnaire et percutant, qui tire toujours une conclusion de l'affrontement. Il fait penser à La Fontaine. Guillaume pratique depuis très longtemps. Il pourrait être entraîneur, faire de la compétition. Il se contente de pratiquer au club. Il est grand, lourd, rapide. Boxer avec lui est épuisant. Il avance, attaque, frappe fort, aime l'affrontement. Difficile de boxer légèrement avec lui. D'ailleurs, je ne sais pas boxer légèrement. Bien que j'essaye, ses coups pèsent et font mal. On a beau lui opposer des chassés dans le ventre, il avance quand même et démolit l'adversaire comme avec un marteau. Dans la vie, il est joaillier. Les mains qui taillent le diamant avec d'extrême précaution, d'infinie délicatesse, sont aussi celles qui s'abattent lourdement sur votre physionomie. Ce n'est pas une consolation, c'est un défi de lui résister, de placer quelques percussions. En anglaise surtout, il parvient toujours à trouver l'ouverture, à essuyer son gant sur le cartilage adverse. Rien ne l'arrête, on le voit venir, on connaît ses trucs, mais rien à faire, ça passe, en force et en vitesse, il a tout de Victor Hugo. Quant à moi, je suis certainement fin XIXe siècle dans ma pratique pugilistique comme dans mes goûts littéraires. Je me dépense, j'envoie du lourd. Mais je me découvre trop. Je prends des coups, mais je veux attaquer, une espèce de Léon Bloy ou de Mirbeau des rings. Il m'est arrivé, pris dans l'élan de l'assaut, de ne pas savoir m'arrêter. Me frappe depuis longtemps dans ce sport qui marie mieux que tout autre, je crois, la violence et l'élégance, la grande courtoisie qui accompagne ces exercices, que ce soit pendant ou après l'affrontement. On peut se frapper, sans merci, chercher le coup à placer, au foie, au plexus, dans l'œil, sur la tempe, parfois se faire mal, mais on s'arrête dès qu'on voit la douleur de l'autre. On s'en enquiert, on repart. Après le salut, il est fréquent que l'on félicite l'adversaire de ses touches réussies, de la difficulté qu'on a eue à l'affronter. C'est un curieux mélange d'affirmation virile et d'attention, et l'on dirait qu'il y a de la satisfaction à avoir su recevoir des coups de la part de quelqu'un qui sait les administrer. Il faut en boxe penser à 1000 choses à la fois. Ce n'est d'ailleurs, au bout d'une certaine habitude, plus de l'ordre de la pensée, mais du réflexe. Pour moi qui ne serai jamais qu'un amateur très moyen, il est souvent nécessaire de penser à ce que je fais, de revenir à un des éléments qui composent la gestuelle pugilistique pour le choisir et le décider. Dans l'idéal, on ne pense pas à avancer sur les pointes en permanence, à tourner autour de l'adversaire en pas chassé, à la rotation du buste et du pied pour envoyer le coup, à doubler le coup, à ne pas baisser la garde, à demeurer détendu, à contrôler sa respiration, à ne pas la bloquer, à rester vigilant aux épaules et aux yeux de l'adversaire, à bien armer puis réarmer le coup. Comme dans tout art corporel, l'entraînement, lorsqu'il parvient à produire le beau geste, le geste qui touche à la perfection, réalise la synthèse du physique et du mental, ce que l'on peut aussi appeler la grâce. Ce moment où la pensée cesse de vouloir le geste, dans une intention encore détachée de son objet, mais devient le geste même. La grâce du boxeur est la même chose que l'inspiration de l'écrivain. Sans inspiration, ma pensée et mon matériau, les mots, demeurent à distance, séparés. Dans ce que j'écris, cette séparation est partout sensible. Il y a de l'intention, mais elle ne s'est pas fondue dans son objet. Et puis l'inspiration arrive. Le plus souvent, elle arrive à force de pratique, à force de tentatives et d'échecs. Alors, dans la grâce de l'inspiration, on ne peut plus dire que j'ai eu explicitement l'intention d'écrire ceci ou cela, pas plus que le boxeur n'a explicitement l'intention de placer son pied ici, son bras là. Pourtant, ces gestes procèdent bel et bien d'un vouloir, mais d'un vouloir que l'entraînement est parvenu à complètement fondre dans le rythme corporel. Il y a des champions de boxe française qui ont l'air de ne jamais toucher terre. Ils volent et virevoltent. Le rythme des gestes est aussi parfait qu'un rythme de phrase réussi. L'idéal de la littérature, comme de la boxe,
c'est de produire un enchaînement ou un texte entièrement pensé et entièrement détaché du vouloir. Cette ascèse mentale est une démarche culturelle parce qu'elle produit de la beauté. Voilà pourquoi une belle châtaigne, quoi qu'on en pense, a quelque chose de spirituel. 2 fois, la boxe m'a sauvé la vie. Une fois physiquement, lorsque j'avais 6 ou 7 paysans de mon village sur le dos, bien décidés à me faire la peau. Une deuxième fois moralement, lorsque j'ai appris que mon fils, Gabriel, alias Kid Atlas sur les sites musicaux, était atteint d'un cancer incurable. Elle m'a permis de passer ma rage, d'oublier. Et lorsque les combattants étaient partis, que les rings étaient désertés, rassasié de coups, je pouvais m'asseoir dans un coin et attendre la marée de chagrin qui allait me submerger. Pierre Jourde. Géographie intérieure, lecture à la lampe de poche, dans la belle maquette de la collection des éditions Grasset.